Le 28 mai 2023, j'ai assisté à un festival appelé les Fêtes du Bouffon, qui sont une célébration historique à Saint-Quentin où le bouffon, une figure emblématique et honorée, reçoit symboliquement les clés de la ville et coordonne les festivités. L'un des moments forts du festival est le camp médiéval dirigé par la Compagnie des Loups de Coucy. La Compagnie des Loups de Coucy vous transporte dans un camp du XVe siècle avec des seigneurs, des chevaliers et des artisans. Vous pouvez y découvrir la calligraphie, la fabrication de bougies et l'escrime ancienne. Des combattants s'affrontent en lice et des archères s'entraînent. Voici leur histoire. Alors je m'appelle Dame Guillerette et je fais partie de la Compagnie des Loups de Coucy. Donc c'est une compagnie dont le siège est situé à Laon et les membres gravitent autour de la ville de Laon. Donc il y en a de Cheny, il y en a de Saint-Senis, de Laon, de Saint-Quentin. Voilà, on habite un petit peu tout autour. Et moi, donc je suis là depuis vendredi soir. Donc voici mon intérieur. On a fabriqué, donc principalement mon mari a fabriqué donc tous les meubles, que ce soit les tables, les bancs, les supports à bougies, les lits, des coffres. Voilà, mon mari a tout fait. Et on dort là depuis vendredi soir. Et moi, mon stand, c'est un stand de bougies. Je suis maître cirière, donc Dame Guillerette. Attends, je suis en train d'être filmée. Donc je m'appelle Dame Guillerette et je suis maître cirière. Donc je fabrique des bougies à la cire d'abeille, donc 100% naturelle. Il y a de la cire d'abeille ici, donc là il y a plusieurs, c'est la même cire, sauf qu'il y a des cires qui ont été plus utilisées que d'autres. Celle-ci, par exemple, elle a été chauffée beaucoup de fois, donc c'est pour ça qu'elle a noirci. Donc je vais la nettoyer en la faisant bouillir dans de l'eau. Je vais laisser décanter et le lendemain, je vais pouvoir récupérer ma cire toute propre, toute neuve. Elle sera débarrassée de toutes les impuretés. Celle-ci aussi, elle est propre. Alors, il n'y a aucune odeur. Son odeur, elle est 100% naturelle. C'est vraiment une odeur de la ruche. Elle peut sentir le miel comme elle peut sentir l'odeur de cire qu'on retrouve dans les produits pour nettoyer les meubles, par exemple. On a été sollicité par la ville et puis on est une compagnie de reconstitution historique. Donc on représente du 13e au fin 15e. Donc c'est-à-dire qu'il y a des compagnies qui sont... on est resté au 13e siècle, donc ça va être ce sera des tissus pas très... comment je peux dire? Là-bas à côté, vous voyez, vous avez une ménie. 15e, vous voyez la tente, elle est superbement bien décorée. L'intérieur, c'est des matériaux précieux, des tissus précieux. Voilà, au 15e, on arrive à la haute société. Et moi, je suis vraiment 14e, donc je débute tout doucement. Voilà, je gagne bien ma vie en tant que maître cirière, mais pas autant que messire Fabien à côté. Voilà. Mais on fait principalement de la reconstitution sur cette époque-là. On a un site web qui s'appelle la Compagnie des Loups de Coucy. Donc vous tapez sur la barre de recherche Google et vous allez retrouver toute la compagnie, la compagnie représentée. Alors il y aura des reportages de ma télé de Saint-Quentin, il y aura des photos, nos prochains événements. Enfin, vous allez pouvoir nous retrouver sur notre page web. Okay, merci beaucoup. Avec plaisir. Moi je m'appelle Xavier, je fais partie d'une compagnie de reconstitution médiévale, les Loups de Coucy. On a l'habitude de venir à la fête du Bouffon chaque année et on a la joie d'expliquer ce que l'on fait et quelle est la période que l'on reconstitue, tous les objets qu'on essaie de présenter de manière la plus fidèle possible en expliquant ce que nous on a réussi à récupérer comme information, comme documentation. C'est quelque chose qui se fait sur le temps parce que c'est très compliqué de trouver le vrai du faux, c'est très compliqué. Et donc nous, notre compagnie représente une compagnie française de la fin du XVe siècle, assez tardive en fait, après la guerre de 100 ans. Ici, pendant ce week-end, on essaie d'expliquer les métiers les plus souvent pratiqués.
le plus fidèlement possible. C'est pas toujours facile, surtout avec les matières, c'est pas simple, surtout avec mes collègues à côté avec les bougies. Moi dans mon cas, j'explique le matériel le plus courant pour un chevalier à l'époque. J'explique un petit peu ce que ça peut coûter, pourquoi ça brille par exemple, pourquoi voilà, dans le cas présent, ça brille assez fort. Quelles sont les pièces, pourquoi c'était celle-là, est-ce que c'est du matériel spécifique à la France, etc., etc. Et puis les jeux, les métiers, encore une fois. Donc voilà. Donc ici, on a vraiment l'équipement de base du chevalier. Bien sûr, l'épée, c'est l'élément essentiel et indispensable. Évidemment, ici, j'ai une reproduction, puisque ce n'est pas évidemment une épée d'époque. C'est bien quelque chose qui a été refait par des artisans, pas nous, mais des artisans qui sont présents dans d'autres fêtes ou dans des salons. Et ici, on a, dans la reproduction, évidemment, une épée qui n'est pas avec une pointe, puisque ici, c'est pour la parade, et n'est pas tranchante en portions, parce que l'épée médiévale était tranchante dans la dernière portion et pas sur le reste, elle était contendante. Non, uniquement sur la fin. Vous aviez dans l'équipement traditionnel pour le cavalier, il y avait le marteau qu'il pouvait porter à la taille pour frapper depuis son cheval, souvent une seule fois, les bras d'armes, les mitons, qui sont les gants, les jambes, le casque. Les rondelles qui sont ici sont des protections qui se trouvent, qui protègent dessous de l'aisselle à côté du bras. Le casque bien entendu. Et alors ceci, qui est une brigandine, qui est l'équivalent de l'armure en plaque du harnais blanc. On avait les chevaliers en full armure, mais on avait également des chevaliers qui portaient ce genre d'équipement. Ici devant vous, vous avez un truc qui fait aux alentours de 20 kg max. Donc contrairement aux idées préconçues, on n'a pas 50 kg sur le dos. D'ailleurs, si on y réfléchit un peu, je veux bien qu'à l'époque ils étaient entraînés de manière différente, ils vivaient, mais si on a 50 kg sur le dos, quand on tombe par terre, c'est quand même compliqué pour se relever. Maintenant, je ne veux pas dire que c'était léger non plus, mais ils avaient quand même un entraînement et un rapport physique différent d'une autre. Souvent ils étaient plus petits et un peu plus costauds, donc voilà. Donc dans mon cas, j'ai une tenue de chevalier où je porte mes armoiries. J'ai un sac à ma taille pour transporter mes petits effets personnels et ma ceinture. D'ailleurs, sur ma ceinture, il y a quelques petites finitions qui montrent que je suis fortuné. Comme j'expliquais, et d'ailleurs la longueur de la ceinture est également un indicatif de la fortune de la personne. C'est très important de montrer qu'on a de l'argent à l'époque et c'est la raison pour laquelle, malgré la température, on restera couvert et bien habillé le maximum du temps pour montrer qu'on a beaucoup d'argent et que donc du coup si on devait se faire attaquer, si jamais on devait être capturé, nous il vaut mieux pas qu'on soit tué justement, il vaudrait mieux qu'on nous échange contre de l'argent. J'ai ici à la taille une dague, mais plus particulièrement un perce-maille, donc c'était utilisé pour passer à travers les mailles comme mon collègue est en train de faire à côté. Voilà. Et évidemment, je montre que je suis un soldat de Dieu, donc je suis un chevalier, croyant. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie, avec plaisir. Je suis messire Fabien Delan et je fais partie de la compagnie des Loups de Coucy où j'y pratique les fonctions de aubergier, c'est-à-dire que je fabrique des pièces de maille pour protéger les combattants de la compagnie, entre autres. Et en ce moment-là, je réalise de la cotte de maille telle qu'elle était faite au XVe siècle, à l'époque de mon armure qui est juste à côté. Cette cotte de maille, elle a la particularité d'être fabriquée avec des anneaux plats et d'être complètement rivetée. Donc j'assemble les anneaux un par un et je fais des pièces comme par exemple ce col de maille qui vient protéger le cou du chevalier sous l'armure. Donc c'est beaucoup de patience, les anneaux sont assemblés un par un et chaque anneau est accroché à 4 autres. Et mais voilà, là je fabrique de la maille, j'utilise actuellement de la maille de taille 6 mm, telle qu'on peut en voir beaucoup dans les musées. Au plaisir de vous voir sur nos camps.
Merci beaucoup. Mais en fait, moi là, je fais du métier à tisser. Donc en fait, mon but, ça va être de fabriquer des galons. Et donc pour ça, j'utilise mes métiers à tisser. Donc j'en ai un à peigne et un à carte. Donc celui à peigne, il est un peu plus simple, donc dans le sens où je fais des motifs un peu plus rectilignes. Et donc pour ça, là, vous voyez, j'ai des fils dans des trous qui, eux, sont fixes et des fils ici movibles. Donc ces fils movibles, je vais une fois les mettre au-dessus et une fois en dessous. Et à chaque fois, je vais passer ma bobine, donc au-dessus, en dessous. Et c'est ça qui va former le motif qu'on voit. Donc le plus dur, vraiment, ça va être de rester droit ici sur la largeur pour faire quelque chose de beau. Mais le problème aussi, c'est qu'on a surtout un motif rectiligne et linéaire. Et si on veut un motif un peu plus complexe, avec par exemple des fleurs, des têtes d'animaux, si on veut même, on va utiliser des cartes. Donc c'est ce qu'on voit là. Et en fait, ici, là, vous voyez, dans chaque carte, on a 4 fils. Et donc ces fils, on va les tourner, nos cartes, et ça va changer l'ordre des fils. Et en changeant l'ordre des fils, à chaque fois, on va prendre les 2 fils du haut qu'on sépare des 2 fils du bas pour à chaque fois passer notre bobine. Et c'est ça ici qui va former notre galon. C'est comme ça qu'on fait. Et aussi ce galon, on va l'utiliser pour faire des ceintures, des anses pour les sacs, ou encore c'est décorer nos robes. C'est surtout un objet à valeur décorative. Voilà, il faut juste s'habituer à faire, mais après tout va bien. T'as vu, il faut en manger dans la marmite. Des vêtements que j'ai fait. Alors sur moi, avec ma mère, on a fait ça. Donc ça, c'est fait maison. Donc on a juste acheté le contour de la bourse. En fait, c'est une bourse médiévale qu'on a vue sur des photos historiques, donc datant de vers le 15e siècle. Et voilà, c'est juste pour mettre mes petites affaires dedans. Merci beaucoup. Pas de rien. Bonjour, donc je suis Dame Bérangère, donc je suis le maître-queux de la compagnie. Donc le maître-queux, donc le chef cuisinier en fait. Donc ici on est sur le stand cuisine. Et dans le stand cuisine en fait on montre un petit peu aux personnes comment on cuisinait au Moyen-Âge, avec quel type d'ustensiles. Et on essaie de reproduire les recettes qu'on peut retrouver au Moyen-Âge. Donc là moi je suis en train de préparer un brouet de choux au lard. Donc une recette qui existait, qui ressemblerait un petit peu aujourd'hui à une potée au chou. En fait, donc avec des oignons, du lard et du chou qu'on fait revenir dans de la matière grasse, donc dans un chaudron en fonte, donc vraiment ce qui existait au Moyen-Âge. Donc on cuit au feu de bois, parce que l'électricité n'existait pas. Et l'idée c'est vraiment de montrer un petit peu quels aliments on mangeait au Moyen-Âge, ce qu'il existait, ce qui n'existait pas. Donc par exemple les pommes de terre, les tomates, on n'en avait pas. Puisque c'est arrivé avec la découverte des Amériques, donc Christophe Colomb, donc après le 15e siècle en fait. Alors au 15e siècle, les paysans c'était essentiellement ce qu'on appelle la garbure. Donc la garbure c'est une espèce de soupe avec les légumes du jardin, donc qu'on mettait dans le chaudron régulièrement. Et on mangeait ça sur des tranchoirs, donc des grosses tranches de pain très épaisses. Et donc ils mangeaient les légumes, le jus était absorbé par le pain et après ils mangeaient le pain et retournaient au champ. Par contre les seigneurs, eux, ils mangeaient très très bien. Ils faisaient des repas de plusieurs plats différents, donc ils pouvaient manger du bœuf, du poulet. On a aussi retrouvé des recettes d'oursons par exemple. On a également retrouvé des recettes de cygnes. Donc en fait les seigneurs avaient une alimentation très très riche. Et avec ça, ils buvaient le vin médiéval, donc qu'on appelle l'hypocras, donc le vin avec les épices pour aromatiser le vin et le conserver. On a un barbecue, donc un point de chauffe. Donc le barbecue, donc en fait c'est du bois et on prend de l'amadou
L'amadou, c'est un champignon en fait. C'est un champignon avec, on met un petit peu de combustible et puis après avec des pierres et un silex, on fait des étincelles et ça fait démarrer le feu. Mais pas quand on trouve en magasin, c'est parce que moi j'essaie de faire démarrer mon barbecue, j'y arrive pas. Ah oui, bah avec ça va être compliqué si vous n'avez pas l'habitude. Je cherche une solution pour démarrer mon barbecue, pour l'allumer. Ah bah ça, il faut trouver des moyens modernes que moi je pourrais pas vous donner. Voilà donc. Oui. Ça donne quand même une expression que tu vas me donner quelque chose pour l'allumer. Ouais. Voilà donc on utilisait des barbecues, donc des chaudrons en fonte. Hein, un chaudron. Un chaudron, donc c'était de la fonte à l'époque. Donc ça, c'est une spatule, tout bêtement. Après, on a, qu'est-ce que je peux vous montrer? On a des plats comme aujourd'hui. En fait, alors, ce qui est particulier, c'est la fourchette et le couteau. Donc au XVe siècle, la fourchette, c'est cet ustensile-là qu'on appelle un pic. La fourchette, comme on connaît, à 4 dents, elle n'arrivera qu'à la Renaissance. Donc voilà, c'est à la toute fin du Moyen-Âge, donc à la fin du XVe siècle, on commence à avoir des fourchettes à 2 dents. Parce qu'on s'est quand même rendu compte qu'un pic, c'était pas évident. Donc ça, voilà, ça c'est la fourchette de l'époque. Après, le couteau, c'est le couteau. Donc, Ça n'a jamais changé. Ça n'a jamais changé. Et on avait un fourreau pour ranger. Chacun avait toujours ses couverts sur lui, donc dans un fourreau. Donc là, fourreau en cuir. Merci. Voilà. De rien. Bonne journée à vous. Alors, je m'appelle Dominique, je fais partie de la compagnie des loups de Coucy qui sont basés sur Laon et nous venons animer donc une animation médiévale pour le carnaval de Saint-Quentin. Alors moi je fais un atelier de calligraphie, c'est-à-dire un atelier d'écriture où je propose aux enfants et à certains adultes qui le souhaitent de calligraphier leur prénom d'abord en lettres normales pour apprendre à se servir du calame, puis je leur fais un modèle et ils apprennent à l'écrire en lettres gothiques. Au XIIIe, XIVe siècle, on utilise le même alphabet à part le Y et le W qui ne sont pas utilisés au Moyen-Âge. Bien sûr. Vous voulez que j'écrive votre prénom? Alors, comment vous vous appelez? Oh là, il ne faut pas m'embarquer mon ciment. Je vous en prie. Je m'appelle Samson. S. A-M-S-O-N. Voilà. Merci beaucoup. Alors, ça s'appelle un calame. Alors, le calame est fait à partir de soit du roseau, soit du bambou qu'on va accueillir au niveau des rivières et on les taille nous-mêmes. Et on utilise du brou de noix. Le brou de noix qu'on récolte à partir de la bogue de la noix. On fait macérer on écrase grossièrement, on fait macérer pendant plusieurs mois dans de l'eau. Et après, on réécrase, on filtre et on peut utiliser le brou de noix tel que. Merci beaucoup. Je vous en prie. Donc moi je m'appelle Godefroy Thierry, donc je suis reconstituteur médiéval, plus particulièrement de l'époque du XVe siècle. Donc il faut savoir qu'à mon époque, moi c'est la fin de la guerre de 100 ans, donc en 1457. Et donc nous, c'est sous le règne de Louis XI, qui suit Charles VII, et donc qui précède Charles VIII. Voilà. Et donc aujourd'hui, moi je suis devant le stand de jeux médiévaux. Donc il faut savoir que depuis l'Antiquité, même avant, depuis la préhistoire, les populations ont toujours cherché à se divertir, notamment via des jeux de société. Et donc ici, on a plusieurs exemplaires de jeux de société qu'on pouvait jouer au Moyen-Âge.
notamment l'Alquerque, le renard et les poules ou la merelle. Le jeu du milieu là, c'est l'Alquerque, ça s'appelle. Donc ça, c'est un jeu, l'Alquerque, qui a ses origines sûres au 5e siècle après Jésus-Christ au Moyen-Orient, et donc qui s'est transmis au 13e siècle en Espagne. Mais on aurait retrouvé dernièrement des gravures de ce jeu dans des tombes égyptiennes de la préhistoire. Voilà. Donc ça, c'est l'ancêtre du jeu de dames. Donc le but, c'est de manger tous les pions de son adversaire en se déplaçant de tous les côtés, en avant, en arrière, à gauche, à droite et en diagonale. Voilà. Il faut savoir que c'était une France rurale à l'époque, donc ça veut dire le seigneur il ne pouvait pas communiquer avec ses sujets via Internet, via des messages et tout. Donc les rois, les seigneurs, ils se déplaçaient beaucoup sur leurs terres, donc, notamment les rois, donc ils se logeaient dans des tentes comme ça. Donc, on dénombre par exemple au début du XVIe siècle sous François Ier des milliers de gens qui le suivaient à travers la Loire pour se déplacer, avec des centaines de chariots qui transportaient des tentes comme on a, avec tout le matériel à l'intérieur. Comme la tente là-bas que vous pouvez voir, il y a des lits, il y a des coffres, il y a tout l'attirail pour pouvoir manger à l'intérieur. Donc ça, c'est vraiment typique du Moyen-Âge, des rois qui vont voir leurs citoyens à travers le pays. Et c'est notamment ce qui marquera un changement avec la Renaissance et plus tard Louis XIV, avec les rois qui vont non plus aller vers les citoyens, mais les citoyens qui vont venir vers le roi. Voilà.